Salut les spondys, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour répondre à toutes vos questions, donc c'est une vidéo FAQ. N'oubliez pas que si vous voulez suivre toutes nos vidéos, il faut vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Donc aujourd'hui nous allons aborder les thèmes suivants: le chaud ou le froid sur les douleurs, comment faire les étirements et pourquoi, comment écouter son corps, et qu'est-ce qu'une activité physique pour une spondie ou pour un spondy. Donc première question, est-ce qu'il faut utiliser du chaud ou du froid contre les douleurs pour la spondie? Donc moi j'ai envie de vous dire qu'il faut utiliser les deux, mais correctement. On va commencer par les douleurs qui se traitent par le chaud. Donc ça va surtout être les douleurs axiales, les douleurs de la colonne ou du thorax. Donc du bassin jusque à peu près là. Alors pourquoi utiliser du chaud sur les douleurs dites axiales? Parce que en fait les douleurs axiales vont se caractériser souvent par des tensions musculaires dues à l'inflammation au niveau de vos vertèbres et au niveau du thorax. Donc pour détendre les muscles, il va tout simplement falloir les réchauffer ou les détendre et les décontracter. Donc vous pouvez utiliser des pommades chauffantes en massage et en application locale, ce qui va vous permettre de faire chauffer les muscles, et si les muscles chauffent, ils vont se détendre. Donc vous allez pouvoir également utiliser des patchs, soit des patchs de crème anti-inflammatoire ou des patchs avec des extraits de piment ou de menthe poivrée qui vont permettre de chauffer au contact de la peau. Vous avez également des patchs avec des pierres thermochauffantes en fait, qui vont chauffer juste au contact de la peau. Alors moi les patchs thermochauffants aux pierres, c'est ce que je préfère parce qu'on ne peut pas faire d'allergie. Donc les patchs chauffants pour toute la partie axiale et du thorax, donc pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, diminuer la tension musculaire provoquée par l'inflammation au niveau de vos vertèbres. Vous pouvez également sur toute la partie du plexus utiliser des serviettes humides et que vous faites chauffer au micro-ondes. Ça permettra d'apporter une chaleur plus naturelle et une chaleur plus diffuse, on va dire, sur des grosses parties. Quand vous avez mal, donc du coup à ce niveau-là, au niveau du plexus, moi j'ai rien trouvé de mieux que la serviette chauffante ou la bouillotte, mais quand on est assez grand comme moi, la bouillotte, ça fait pas tout le thorax. Parlons maintenant du froid. Donc si vous pouvez traiter toutes les douleurs axiales avec le chaud, vous pouvez traiter toutes les douleurs périphériques avec le froid. Pourquoi? Parce que souvent sur les articulations périphériques, vous n'allez pas avoir un gros muscle qui englobe l'articulation, comme vous pouvez avoir tous les gros muscles dorsaux qui entourent les petites vertèbres. On va prendre l'exemple des mains ou des poignets. Les douleurs que vous avez au niveau des jointures, des doigts ou au niveau du poignet, vous pouvez remarquer qu'elles sont pas englobées par des grosses masses musculaires, et du coup souvent ça va gonfler, et qui dit gonflement dit très grosse inflammation. S'il y a une grosse inflammation, il ne faut surtout pas mettre de chaud, du coup là il faut privilégier le froid. Donc si vous avez juste des glaçons chez vous, vous les mettez dans une poche plastique et vous mettez le froid en application directe. Sinon il existe soit en pharmacie, mais ça coûte relativement cher, des poches de froid avec du gel à l'intérieur. Perso, vous pouvez en trouver chez Action ou chez Lidl, il y en a des très bien, ça coûte 2-3 € et ça fait autant de travail qu'en pharmacie. Donc pour toutes les douleurs périphériques, utilisez le froid. Vous pouvez également utiliser le froid au niveau du crâne et au niveau mâchoire et toutes les premières cervicales, donc C1, C2, C3. Parce que c'est pareil, à ce niveau-là, vous n'aurez pas de grosse masse musculaire à détendre et vous aurez plutôt des grosses inflammations au niveau des articulations. Donc ça vous permettra de soulager plus facilement la douleur. Pour ce qui est des choses que vous pouvez utiliser, donc je vous l'ai dit, les poches de froid. Si vous en avez pas, vous pouvez utiliser, vous pouvez aller à la pharmacie, les bombes de froid, ça marche très bien.
sur des courtes durées, hein, par exemple, vous êtes allé marcher, vous avez du coup la cheville qui a gonflé, vous pouvez utiliser la bande de froid, ça fonctionnera très bien. Après, il y a encore plus froid, la cryothérapie locale, mais que vous pouvez utiliser chez un kiné ou chez un ortho. Moi, par exemple, pour mon aponévrose plantaire, je me suis plusieurs fois fait faire des séances de cryothérapie localisée et franchement, c'est un must si vous avez la possibilité de le faire. Parce que tu fais 2, 3, 4 séances, ça dure pas longtemps en plus, hein, parce qu'on ne peut pas utiliser du froid comme ça pendant une demi-heure. C'est localisé, c'est fait par un professionnel et en 4 séances, votre douleur est soulagée. Donc pour résumer, le chaud sur les grosses zones musculaires et partout où il y a des gros muscles, et le froid sur les zones périphériques et sur tous les gonflements. Donc on attaque la deuxième partie, donc la partie sur les étirements. Quand faire les étirements et pourquoi faire les étirements? Alors déjà, pourquoi faire les étirements? Tout simplement parce que si vous ne pouvez pas faire de sport ou d'activité physique, enfin dite activité physique, hein, parce qu'on y reviendra tout à l'heure dans la suite de la vidéo, mais une activité physique pour les spondyes, c'est pas la même chose que pour quelqu'un de normal, on va dire. Enfin de pas malade. Donc pourquoi faire les étirements? Parce que c'est la première chose qui va lutter contre l'ankylose. Hein, comme vous le savez, dans la spondyle, les anthèses des ligaments se calcifient, se rigidifient, et c'est ça qui provoque l'ankylose. Donc le fait de faire des étirements va permettre à ces ligaments, à ces anthèses, de se rigidifier moins vite. Les étirements, c'est pas sorcier, c'est donné à tout le monde. On vous a fait une petite vidéo sur laquelle vous montrez une dizaine d'étirements. Vous pouvez tous les faire. Faut pas prendre ça comme une contrainte. Faut vraiment prendre ça comme une prévention pour éviter d'avoir une spondylarthrite qui va devenir sévère. Parce que plus vous allez faire les étirements régulièrement, plus vous allez les intégrer dans une routine, plus ça va prévenir de l'ankylose. Donc les étirements, ça sert vraiment à ça. Hein. C'est quand vous allez chez le kiné, c'est ce que vous faites. Les étirements et les exercices, vous pouvez les faire chez vous, il n'y a aucun souci. On vous en a montré quelques-uns, vous pouvez tous les faire. Maintenant, on va voir quand est-ce qu'il faut faire ces étirements. Alors, pour moi, l'idéal, les étirements, c'est de commencer la journée avec. Donc, petit déjeuner, douche chaude ou douche chaude, petit déjeuner. Et après, une petite série d'étirements. Pourquoi? Parce que c'est le moment de la journée où on va avoir notamment les plus grosses douleurs. Parce qu'on vient de passer une nuit, donc plus ou moins courte, hein, mais on vient de passer 4, 5, 6 heures allongé dans un lit, dans des positions dites statiques, et c'est les pires positions qu'on peut avoir pour la spondyle. Donc c'est à ce moment-là que nos ligaments et nos TNF-alpha attaquent le plus et font que l'ankylose se fait. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut attaquer sur cette ankylose. Donc étirer le matin quand vous êtes le plus ankylosé. Hein. Le faire l'après-midi, je ne dis pas que ça ne va pas être bénéfique, hein, mais le faire le matin quand les ligaments seront le plus rigides, on va dire, hein, quand on est dans cette partie de déverrouillage, c'est là qu'il va falloir aller tirer sur les ligaments et sur les anthèses. Pas pour se faire mal, mais pour de les tirer et d'éviter au maximum ce phénomène d'enraidissement. Alors, troisième point de la vidéo, comment écouter son corps. Alors, là, on va dire que c'est un point qui est un peu subjectif parce que chacun va réagir de façon différente à la maladie et chaque SPA va aussi se démarquer différemment, on va dire. Donc, on va quand même essayer de vous donner des astuces pour
deviner le moment où vous allez avoir des crises, mais on va dire que ça va être à vous de faire cette recherche des petits signes qui vont vous avertir qu'il y a une crise qui se prépare et qu'il y a une poussée qui va arriver. Parce que la poussée, elle ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Votre corps vous fera toujours des signes avant-coureurs d'une poussée. Non, ça, c'est quasiment systématique. C'est pas possible que vous vous réveillez un matin et de pouvoir bouger sans qu'il y ait eu des signes avant. Alors je sais, au début, les signes, on ne les connaît pas. Et moi, il y a 6 ans, quand j'ai été diagnostiqué, effectivement, je me suis réveillé un matin, je ne pouvais plus bouger. Mais il y a eu des signes avant-coureurs. Et maintenant, je sais les repérer, ces signes. Parce que, au final, c'est toujours les mêmes. Et c'est toujours comme ça que viennent mes crises. Par exemple, alors je sais que la fatigue chronique, c'est la fatigue chronique, hein. D'ailleurs on a fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la retrouver, mais avant une poussée, il y a toujours ce phénomène de fatigue encore plus intense qui vient à un moment où on ne l'attend pas vraiment. Vous êtes reposé, vous avez passé une bonne journée, vous n'avez pas trop mal, mais pourtant vous sentez cette présence un peu en arrière de lassitude musculaire ou des choses comme ça. Et ça, enfin, moi j'ai pu remarquer dans mon cas, ça c'est avant-coureur d'une crise. Autre petit signe, j'ai une douleur des fois dans l'œil. C'est vraiment très très léger, hein, mais j'ai l'œil qui saute un petit peu, qui tremble. Et avant, on disait oui, c'est rien, t'es fatigué, peut-être la tension dans l'œil, ou enfin, vous avez dû entendre plein de choses. En fait, juste souvent, dans le jour qui vient, après, je fais des crises inflammatoires au niveau des cervicales. Hein, ce qui est problématique parce que du coup, ça me donne une névralgie de Arnold, une névralgie cervico-brachiale. Donc c'est des douleurs de migraine, des douleurs dans l'épaule, dans le coude, et ça vient toujours après ce petit signe. Autre exemple, des fois j'ai mal, vous savez, un peu au niveau de l'estomac, au niveau du foie, donc vraiment sous toute cette zone-là, les premières zones molles sous les côtes. Et longtemps, au début, on a cherché des explications gastriques à mes douleurs. Et en fait, il n'y avait rien au niveau gastro, mais c'est pareil, hein, les heures, les jours qui suivent ces douleurs un peu intenses au niveau de l'estomac et du foie, bingo, à chaque fois, j'ai une inflammation au niveau du thorax. Et c'est systématique, hein, c'est à chaque fois. Donc maintenant, je sais, ouais, j'ai l'estomac, c'est pas parce que j'ai mangé un truc qui était pas bon ou que j'ai trop mangé. Je sais que c'est parce que je vais avoir une poussée inflammatoire au niveau du thorax. Donc des signes comme ça, il y en a des dizaines et sur toutes les poussées. Donc apprenez à détecter, à analyser tous ces petits signes qui vont venir vous dire ouais, fais gaffe, demain je risque d'être là et je risque de te faire très mal à ce niveau-là et au niveau inflammatoire. Et on arrive au dernier point que nous allons aborder, l'activité physique pour un spondy. Alors oui, il faut bouger, il faut être actif et il faut jamais... il faut pas rester dans son canapé toute la journée ou allongé dans son lit parce que si vous faites ça, vous allez augmenter vos douleurs et vous allez vous ankyloser. Donc il faut bouger. Il ne faut pas vous dire ouais je vais faire 3 heures de sport parce que si vous faites 3 heures de sport, vous allez être KO après, ça c'est sûr. Donc il faut bouger tous les jours, mais il faut apprendre à bouger correctement. Hein, moi le conseil que je peux vous donner pour bouger, c'est un peu de vous faire des listes et de vous donner des objectifs qui sont atteignables, parce que si vous vous donnez des objectifs qui ne sont pas atteignables, si par exemple vous n'avez jamais couru et que vous dites ouais, à partir de demain je cours, je vais courir pendant 1 heure, vous n'allez plus du tout courir après. Plus jamais vous allez courir parce que vous aurez trop mal, parce que vous n'allez pas y arriver, parce que ça va être impossible. Donc
Donnez-vous des objectifs qui sont atteignables, parce que sinon ça va vous zapper le moral, sinon ça va vous faire mal, vous n'allez pas y arriver et vous allez vous enfermer dans une boucle vicieuse qui va faire que vous allez vous démoraliser, du coup vous allez plus bouger, du coup vous allez vous mettre dans votre canapé, du coup ça va provoquer de l'ankylose qui va jouer sur votre morale, qui va vous empêcher de faire telle ou telle chose, et c'est le serpent qui se mord la queue parce que ça va être de pire en pire. On va prendre un exemple très simple. Vous êtes chez vous, vous dites ouais tiens aujourd'hui je vais faire le ménage. Puis vous commencez à faire votre ménage, 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces, et bam, au bout de la 4e pièce, vous en pouvez plus, vous êtes KO, puis vous avez mal pendant 3 jours. Donc, petit conseil, tout bête, vous vous dites tiens aujourd'hui je fais telle pièce, après vous arrêtez, vous allez faire autre chose, et le lendemain vous faites une autre pièce, et le surlendemain une autre pièce, etc. Donc le ménage de votre maison il sera toujours fait, il sera juste fait différemment en fonction de vos forces et en fonction de votre spondy. Parce que si vous continuez de vivre, on va dire normalement, si vous faites les choses comme vous le faisiez avant d'être malade, vous n'allez pas y arriver. Il faut vraiment que vous preniez conscience que vous avez une spondyle, c'est pas une maladie imaginaire, hein, contrairement à ce que plein de gens vont vous dire. Et il faut qu'ils comprennent, il faut que vous compreniez qu'il va falloir changer votre façon de faire les choses. Donc pas tout faire d'un coup, mais faire au fur et à mesure. Et puis en plus, si vous faites au fur et à mesure, si vous faites qu'une pièce, ça va vous prendre 10 minutes. Ça fait pas grand chose, et 10 minutes tous les jours, c'est pas une grosse perte de temps. Si vous faites tout le ménage d'un coup, ça va vous prendre 3 heures. Puis de toute façon, à la fin, vous n'allez pas bien le faire, vous allez devoir recommencer, ou c'est quelqu'un d'autre qui va devoir le faire. Donc, faites petit à petit, faites selon vos forces, et vraiment écoutez votre corps. Et ça, c'est déjà une activité physique pour un spondy. D'ailleurs, j'ai pris un exemple de course. C'est sûr que si vous voulez aller faire courir et que vous n'avez jamais couru et que vous essayez de courir 1 heure, vous n'y arriverez jamais. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez, par exemple, vous mettre à une activité physique, une vraie activité physique, commencez par la marche. Vous dites aujourd'hui, je fais 1 kilomètre, demain, je me repose, après-demain, je fais 1 kilomètre, et ainsi de suite. Un jour sur 2, vous faites 1 kilomètre. Une fois que vous avez que votre corps a bien assimilé ce rythme, vous augmentez un peu, vous faites 1 kilomètre tous les jours. Puis, et ainsi de suite au fur et à mesure, et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous pourrez faire ce kilomètre sans ressentir de douleur, alors qu'avant, vous ne pouviez pas le faire. Et une fois que vous arrivez à faire ce kilomètre tous les jours, pourquoi pas essayer de faire 2 kilomètres, et ainsi de suite, vous allez pouvoir progresser, vous allez pouvoir faire de l'activité physique, parce que faire marcher tous les jours 1 km, 2 km, 3 km, pour quelqu'un qui a une spondylarthrite, c'est considéré comme de l'activité physique, la marche. Ensuite, vous allez pouvoir développer, vous allez pouvoir prendre des bâtons, faire de la marche nordique, marcher un peu plus vite, si vous le souhaitez, mais sachez que déjà la marche est une activité physique pour nous, parce que quand on marche, comme quand on court, hein, on utilise toute la chaîne musculaire jusqu'à la tête, jusqu'aux épaules, et du coup toute la chaîne articulaire. Donc ça va empêcher une grande partie des articulations de s'ankyloser. Et donc, comme pour les étirements, ne prenez pas ça comme une contrainte, mais prenez ça comme un traitement et comme de la prévention. En fait, plus vous allez faire ces petites choses-là, les étirements, le chaud et le froid, la marche ou l'activité physique si vous pouvez faire, plus gérer votre sommeil comme on vous l'a expliqué dans d'autres vidéos, ou gérer votre alimentation, plus vous allez faire ces choses-là, moins la maladie va progresser rapidement, et du coup moins vous allez avoir recours à des médicaments sur le long terme. Et c'est quand même pas mal de ne pas avoir tout le temps recours à des antidouleurs, à des ANS, parce que même si on est obligé d'en prendre, parce que de toute façon il y a des jours où on a mal et c'est normal, ça soulage quand même le foie et l'estomac de ne pas tout le temps se prendre des médicaments complètement chimiques à évacuer.
Donc voilà, sur ces 4 questions, ce qu'on pouvait vous dire. Si vous avez d'autres questions, c'est ici que ça se passe, hein, juste en bas, vous mettez des petits commentaires, votre nom, et on répondra dans des prochaines vidéos, où on vous aiguillera vers des vidéos ou des fiches pratiques qu'on vous a déjà mis en ligne. Donc c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, qu'est-ce qu'on a d'autre? YouTube. Et vous pouvez vous abonner à tous les supports. Et je vous dis à bientôt. Salut les Spondys!